Moi, je vous présente Jean-François Chevrier, qui est historien d'art et qui a été et critique d'art, qui a été enseignant à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris pendant 30 ans, 31 ans, voilà. Et avec qui je suis en dialogue depuis bientôt 20 ans, voilà. Et donc, je suis très content qu'il soit là. Il avait été également présent lors d'une première version de cette exposition qui était présentée à Rouen à l'automne 2019. Et voilà, donc pour moi, c'est aussi la suite d'un dialogue autour de ce travail en prison que je mène depuis 2015-2016. Voilà. Donc je laisse la parole à Jean-François, et puis voilà, on a prévu un dialogue, enfin prévu dans ces grandes lignes en tout cas. Voilà. Oui, on va essayer de commenter un peu l'exposition ensemble. Alors, évidemment, l'idéal, ça aurait été d'être dans l'exposition, mais on est trop nombreux de toute façon. Donc, vous l'avez vu, vous la reverrez, voilà. Bon. Alors, c'est la deuxième version, comme vient de le rappeler Maxence, d'un projet qui comportera encore deux autres versions après celle-ci, donc quatre. C'est ce qu'on appelle work in process, non, progress. Mon lapsus est significatif parce qu'en fait, c'est le processus dont il s'agit dans le work in progress. C'est-à-dire que justement, les formes ne sont jamais fixées. Et effectivement, l'exposition a encore été un peu modifiée là hier. Bon. Mais c'est pas tant la modification de l'exposition qui compte que le fait qu'elle se forme peu à peu d'une étape à une autre. Hein. Et à un moment donné, ça va s'arrêter, bien sûr. Il y aura sans doute une publication. Il y aura une publication. Il y aura une publication. Mais il n'empêche que l'œuvre gardera les traces. Elle sera constituée des traces de ce processus. Voilà. C'est ça donc ce qu'on appelle un work in progress. Alors, en l'occurrence, il s'agit plutôt de photographie. La notion de work in progress a été utilisée beaucoup à propos de James Joyce, d'un romancier. Là, en l'occurrence, il s'agit de photographie. Mais comme vous l'avez remarqué, pas seulement. Il n'y a pas que de la photographie. Il n'y a pas commencé déjà dans le film. Il n'y a pas seulement que de la photographie. C'est dans les... Comment ça s'appelle ? Les tontons flingueurs, vous connaissez la scène extraordinaire. Bon, alors, donc il n'y a pas que de la photographie. C'est assez hétérogène, les matériaux sont assez hétérogènes. Bon, la dominante est photographie, mais il y a aussi de l'écriture. Et je tiens à dire tout de suite que le journal là, qui a été réalisé, aussi avec Daniel Poulard qui est dans la salle. David Poulard. Qu'est-ce que j'ai dit, Daniel? C'est ça, David, donc. Je ne sais pas où il est. Où il est, David? Ah, il est là, voilà. Le journal est important, il fait partie de l'exposition. C'est pas juste, il n'accompagne pas l'exposition, il est partie prenante de l'exposition et donc du projet, tel que je viens de le rappeler rapidement. Et dans ce journal, si vous l'avez un peu déjà lu ou feuilleté, vous avez dû remarquer qu'il y a des récits. Alors, nous serons amenés, je pense, à parler de cette notion de récit qui est importante pour la pratique de Maxence et importante aussi dans l'idée que je me fais de l'art vivant. Voilà. Alors, commençons donc peut-être par quelques remarques sur l'entrée dans l'exposition, peut-être, comme on avait prévu de le faire. Quand vous entrez dans l'exposition, vous vous souvenez, vous avez une espèce de chicane, comme ça, de deux plots sur lesquels sont disposées des photographies, certaines représentant l'intérieur d'une prison à Caen et d'autres des choses abstraites, indéfinies. Je ne sais pas s'il faut qu'on commente tout de suite ça. Non, peut-être après. Voilà. À moins que tu aies quelque chose à en dire tout de suite. Non, pas tout de suite. Bon. Et donc, quand vous passez cette chicane, vous voyez un mur, là, à l'entrée de l'exposition. C'est le premier
mur qu'on voit, je pense, qui lui a un sujet, on peut dire, dans tous les sens du mot sujet, puisque c'est quelqu'un qui intervient dans l'image, et quelqu'un qui s'appelle Julien, alors je ne sais pas son nom de famille d'ailleurs. Oui, enfin, Julien, il est nommé H par son initiale, parce que je ne dis pas son nom de famille, ce H étant une manière de dire qu'il a un nom de famille, et que si je pouvais l'indiquer, je l'indiquerais. Mais enfin, c'est important parce que je trouve que c'est important que ces personnages qu'on rencontre comme ça dans ce type de situation soient pas seulement des prénoms. Alors il se trouve que là, il y a l'interdiction de mentionner le nom, mais ce H, au moins l'indication qu'il faudrait pouvoir le dire. D'autant plus que je considère que ces trois œuvres, ces trois propositions, ces trois pièces ont été réalisées en collaboration avec lui, et qu'il n'est pas seulement l'objet de la représentation, mais aussi sujet. Voilà. Et c'est d'autant plus important que c'est pas que moi qui le dise, c'est aussi dans sa manière de se comporter que cette parole s'impose. Dans la mesure où j'arrive dans cette prison de Condé-sur-Sarthe avec cette proposition de faire des photographies. Je reviens pas sur l'ensemble du processus de travail. J'ai photographié dans cette prison. Donc là, dans celle de Condé-sur-Sarthe, je propose de faire des photographies dans les espaces, dans différents espaces, sans avoir réellement de programme très, très défini, sinon le fait qu'on va pouvoir circuler dans certains espaces, et que m'intéresse de parler de l'expérience spatiale qu'ils font de ces lieux. C'est spécialement intéressant dans cette prison parce que c'est souvent des gens qui sont restés longtemps en détention et qui ont une grande expérience de différentes prisons, qui ont pu passer par 10, 15, 20 prisons, et donc qui savent très bien qu'il y a de grandes différences d'architecture et donc d'expérience spatiale. Donc d'une certaine manière, je les considère aussi comme des spécialistes de l'architecture carcérale. Et c'est aussi à ce titre-là que je m'adresse à eux. Alors, ce qui était assez frappant avec ce Julien, c'est qu'il s'est tout de suite emparé de moi. À vrai dire, je dis ça aussi parce que moi, je suis arrivé un peu avec des questions sur comment faire pour photographier la prison sans redoubler l'enfermement, un certain nombre de questions comme ça qui me préoccupaient. Comment aussi renouveler l'iconographie sur la prison, justement en s'intéressant aux différences spatiales, etc. Lui, d'une certaine manière, il a assez vite balayé tout ça. Il m'a dit, écoute, moi je sais ce que je veux faire. C'est-à-dire faut se mettre à sa place, quoi. Il voit arriver un photographe qui se dit en plus être un peu à la disposition de ceux qui sont là. Il dit bah écoute, donc d'une certaine manière il m'a pris au mot. Il m'a dit bah écoute, moi je sais ce que je veux faire. Rendez-vous à 14h dans la cour de promenade. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il me dit. Et je le vois arriver avec ce costume, ce costard. Voilà, costard cravate d'ailleurs, ou pas d'ailleurs, non, pas de cravate, non, il a pas de cravate, mais il a un beau costard et des belles chaussures. Il a aussi quelques accessoires, il a amené une pomme, il a amené une pomme de terre, il a amené des lunettes de soleil, il a amené une poubelle en plastique, voilà. Et donc il sait très très bien ce qu'il fait, la chose dure pas très longtemps, il s'installe devant moi comme ça, il dit bon ça c'est la première image que je veux faire, c'est un portrait pour mon père. Et donc il s'installe face à moi et il me dit alors ce qui est important c'est qu'on voit bien la montre, tout est très précis, il faut bien qu'on voit la montre, donc il relève un peu la manche de sa veste. Et puis la pomme, c'est très important qu'on voit la pomme, et puis le pouce pointé vers le bas, voilà, il comprendra. Donc je fais ça. Alors pour tout vous dire, sur le moment, je comprends pas grand-chose.
je fais du coup les images le mieux possible, en me disant que, enfin, j'ai tout de suite l'impression d'être face à vraiment quelqu'un, quoi, qui a une vraie volonté de dire quelque chose. C'est pas si courant que ça, donc faut s'appliquer. Je trouve que c'est important. Il veut même produire un message Voilà, adressé à son père. Voilà. Donc à ce moment-là, je suis pas bien sûr d'ailleurs que ça me concerne beaucoup. Hein. C'est un peu ça une des questions. D'ailleurs, bon, et donc il m'explique après que une fois que je reviens avec les images, avec des tirages que je lui ai évidemment donnés en plusieurs exemplaires, pour qu'il en ait à donner, qu'il puisse en garder. Il m'explique que d'une part, ce costume, c'est un costume que son père lui a envoyé, que c'est un costume qui appartenait à son père, qu'il lui a donné. Et aussi, voilà, que pour lui, la montre, c'était l'idée du temps qui passe. Pas tout expliqué, mais enfin, la pomme, j'avais un peu compris. Voilà, bon, il me donne quelques éléments comme ça, mais qui réduisent pas totalement l'énigme de ce portrait. Et puis je lui demande aussi, voilà, aussi la question arrive assez vite de savoir si c'est une image qui est uniquement adressée à son père ou est-ce que éventuellement elle peut être montrée dans d'autres contextes, etc. Ce à quoi il répond, oui, il répond positivement. Ensuite, il fait cette. Alors là, j'étais déjà un peu perdu, mais là, je dois dire que la deuxième image terminé de me perdre complètement. Quand il s'installe sur cette chaise, il dispose de chaises, il met une pomme de terre. Il se met cette poubelle en plastique sur la tête et puis il prend cette pose comme ça très étonnante, un peu comme ça d'ailleurs, je crois. Enfin, bon. Et ça, il me dit, voilà, ça c'est le deuxième procès. J'ai même le titre. Il fait même le titre, si vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est quand même vraiment une collaboration, quoi. Donc ça, il m'explique plus tard que le deuxième procès, c'est ce moment où, quand le prisonnier arrive en prison, il est interrogé par les autres prisonniers sur les raisons pour lesquelles il a été incarcéré. Ça, c'est le deuxième jugement des autres prisonniers, et qu'il y a deux types de prisonniers représentés par d'une part la pomme et l'autre la pomme de terre. Disons les bons prisonniers, les mauvais. Enfin, il articule toutes sortes de choses autour de ça. Et ensuite, la troisième image, donc c'est tout ce qui m'intéresse moi dans cet ensemble, c'est que c'est au fond 3 autoportraits que je l'ai aidé à réaliser. Alors la troisième est plus une collaboration avec un troisième personnage. Bon, je raconte tout ça dans le journal de l'exposition. Troisième personnage avec qui j'avais discuté de l'architecture et qui m'avait fait remarquer que ce cercle-là, ce disque, cet ovale rempli de terre, là, dans lequel certains prisonniers cultivent des légumes principalement, il trouvait que c'était un geste qui était une manière un peu dérisoire d'arrondir les angles. Et qui avait là voilà, un geste qu'il trouvait oui, un peu dérisoire dans le sens où ça faisait pas oublier les angles qui étaient derrière et qui, disait-il, sont terribles. Voilà. Alors on avait eu l'idée en discutant de faire comme ça le tour de ce potager, aussi comme une évocation déjà d'un lieu commun du prisonnier comme ça qui tourne en rond, mais qui est aussi une image d'un certain temps. Et puis bon, il se trouve que cette personne voulait pas être photographiée, alors j'avais dû couper les choses d'une manière très compliquée, ça marchait pas. Et Julien, quand il avait vu ça, il a dit, ah, mais moi ça, je veux le refaire hein, parce que c'est vraiment super, mais voilà, lui, il voulait bien être photographié, donc on l'a refait. Alors, ce qu'il a ajouté, je trouve, très fortement à cette proposition, c'est son talent d'acteur.
bien sûr, et puis ça, ouais, une sorte de liberté de mouvement du corps comme ça dans l'espace. C'est aussi en ça que je trouve que c'est un autoportrait, et pas seulement la reprise de l'idée d'un autre. Enfin, je trouve qu'il y a les deux choses. Alors donc vous voyez là, c'est un vrai récit. Vous venez d'entendre un récit d'une expérience, d'un processus aussi de création d'images en collaboration, de façon caractéristique. Et je pense que quand même, quand on rentre dans l'exposition, la première impression qu'on a, et c'est également vrai à Rouen, dans la première version, c'est que c'est pas les images habituelles de prison, quoi. Il n'y a pas le pathos que l'on associe habituellement, le pathos, c'est-à-dire le sens de la souffrance, quoi, que l'on associe habituellement aux images de prison. Ça ne veut pas dire que la souffrance est ignorée, ça ne veut pas dire que Maxence l'a ignorée, mais il n'a pas cherché à mettre en relief cette dimension de l'expérience carcérale. Tout à l'heure, tu parlais d'un travail sur l'espace, par exemple, ça t'a vraiment beaucoup occupé, et particulièrement ici, puisque nous sommes dans un lieu d'exposition qui est venu se greffer sur une architecture carcérale. Donc il y a cette préoccupation pour l'espace, et puis aussi, surtout, et là c'est ce que tu viens de nous rappeler là, de façon très forte avec ce premier récit, cette idée du jeu, quoi. Que ces gens qui sont incarcérés et qui subissent une privation de mobilité, enfin compensent, cherchent à compenser, à s'évader aussi, au moins mentalement, sinon réellement. Et tout cela, bien sûr, s'exprime particulièrement dans le jeu, qui est une dimension très présente dans l'exposition, dans celle-ci, dans cette deuxième version, comme dans la première, mais encore plus ici, et qui est le jeu, qui est aussi le jeu, qui est ta façon de jouer aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as accepté le jeu de Julien, parce qu'au fond, il convenait Dont il est l'ordonnateur, d'ailleurs. Voilà, l'ordonnateur. Ça, on reviendra sur le titre de l'exposition, le grand ordonnateur, là. Tu as accepté donc de rentrer dans son jeu, comme on dit. Tu es devenu un peu son assistant. Il s'est livré à ce travail d'auto-mise en scène. Tu as parlé autoportrait mise en scène, et toi, tu es le metteur en scène. Et d'ailleurs, dans le portrait, il y a toujours... L'opérateur aussi. L'opérateur, voilà. Mais dans le portrait, il y a toujours ça, d'ailleurs. Enfin, pas toujours. Il y a très souvent collaboration. De tous les genres de la photographie, le portrait est le genre dans lequel la collaboration est la plus marquée. Oui, alors, oui, il peut l'être, hein, mais moi je suis assez frappé, enfin j'ai été très frappé quand j'ai étudié un peu la question du portrait photographique, du fait que justement, dans le portrait qui peut avoir une connotation sociale, cette dimension de collaboration est souvent écartée. Au profit d'un dispositif de prise de vue souvent immuable, comme ça, devant lequel les êtres défilent. Et je trouve que souvent la manière disons, l'usage du portrait photographique comme description sociale a tendance à réduire, sinon à annuler cette dimension de collaboration. Et c'est une chose que je trouve souvent assez insupportable, quoi, dans ces portraits-là. Je trouve par exemple, c'est ce qu'on manque souvent dans les photographies d'August Sander, c'est-à-dire que la sérialité des photographies d'August Sander est pas si stricte que ça en réalité, et que la volonté de description sociale réduit pas chez lui l'individu à sa place dans la société. Et moi, c'est vrai que quand je photographie et que je fais des portraits
en prison, j'ai très clairement cette conscience que je ne veux pas faire des portraits d'individus simplement en tant qu'ils sont prisonniers. Voilà. C'est amusant parce que tu dis Sander et moi je pensais à Doisneau. Et il se trouve qu'il y a très 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 longtemps, j'avais écrit un petit livre, j'ai fait un petit livre sur Doisneau et un jour il m'avait fait part de ses réserves à l'égard de Sander. Et pour lui justement, chez Sander, il n'y avait pas assez de jeu de la part des modèles. Et chez Doisneau, il y a ce sens du jeu en permanence dans sa pratique du portrait. On pourrait, je pense que Doisneau aurait beaucoup aimé ton exposition, tu vois. Non, mais je prenais l'exemple de Sander dans le monde de l'art contemporain, on parle pas beaucoup de Doisneau. Bon, parce que c'est un photographe, c'est très 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 populaire. Alors on estime que c'est pas bon pour l'art contemporain, mais c'est un extraordinaire photographe à condition d'écarter les choses un peu trop faciles qu'il a faites parfois en partie d'ailleurs pour gagner sa vie, tout simplement. Mais il y a chez lui un vrai sens du jeu, justement, et du jeu avec le modèle, et jamais cette tentation comme ça de l'inscription sociale, quoi. Voilà. Parce que ça, c'est terrifiant. Hein. On subit tous de l'inscription, pas de l'emprisonnement, on n'est pas tous emprisonnés, mais on est tous inscrits, en revanche. Hein. L'inscription sociale. Et tous les artistes que j'ai connus, moi les bons artistes que j'ai connus, travaillaient contre l'inscription sociale. Pour libérer justement la subjectivité de cette espèce de fichage, de contrôle permanent, etc. etc. Alors la prison, c'est le comble du contrôle, c'est le comble de l'inscription. Hein. D'ailleurs, on arrive, on est inscrit. Hein. C'est la première chose qui se passe quand on rentre dans une prison, je crois. Enfin, j'ai pas d'expérience de la prison. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que je n'avais pas pensé, mais je trouve que ce geste de Julien de se mettre un costume, c'est aussi un geste qui manifeste ça, c'est-à-dire que c'est vraiment pas la tenue de prisonnier, c'est plutôt la tenue de sortie, je trouve. Enfin, il y a quelque chose comme ça que je trouve, enfin que j'avais jamais au fond pensé comme ça m'intéresse beaucoup. Et ça me renvoie d'ailleurs, bon, c'est pas exactement le parcours qu'on avait prévu, mais tant pis, à un autre portrait qui est en face. Quand on arrive dans l'exposition tout de suite à droite, juste en dessous des 4 photographies de cette jeune femme dans sa cellule, là, en dessous, il y a un portrait en noir et blanc sur un fond d'un bloc qui est collé sur un bloc blanc, comme ça, dont le bloc blanc, disons, suggère le hors-champ de la fenêtre. Donc il y a cette jeune femme qui est adossée au mur et qui a je trouve une forte présence. Et l'histoire de ce portrait, c'est que j'avais commencé à faire des portraits d'elle et qu'elle est revenue l'après-midi dans sa tenue de sortie. Et notamment avec sa coiffure de sortie, voilà, elle avait remis du gel, enfin elle avait remis elle s'était refaite une coiffure un peu échevelée comme ça, moins rangée que la coiffure qu'elle avait en règle générale. Voilà. Je trouve qu'il y a un vrai rapport là entre ces deux portraits. Alors là, on parle du portrait. Il y a un portrait qui est très fort dans cette exposition, c'est le portrait de Badinter, que l'on peut difficilement ne pas associer au titre de l'exposition. Il est difficile de ne pas faire un rapport entre le titre de l'exposition. Je parle pas du sous-titre. Le sous-titre, c'est plutôt ce que tu fais dans le journal et ce que tu es encore en train de faire là, c'est-à-dire de faire des nouvelles, quoi. Apporter des nouvelles, mais aussi raconter écrire des nouvelles. Enfin, voilà, il y a du récit, quoi. Bon, ça c'est le sous-titre. Mais le titre principal renvoie quand même, hein, le grand ordonnateur à l'idée d'une organisation, hein, dont quand même Badinter est une figure éminente. Hein. Bon. Alors,
là, tu vas nous raconter un peu cette rencontre. Pourquoi Badinter? Pourquoi avoir photographié Badinter? C'est quand même étrange. C'est pas un prisonnier que je sache. C'est le seul qui ne soit pas un prisonnier. Ou alors s'il est prisonnier, mais c'est dans un autre sens que celui que l'on peut entendre spontanément. Pourquoi Badinter? Est-ce que peut-être que... Alors, bon, moi, je reviendrai peut-être ensuite un peu sur ce que représente un personnage comme ça dans une exposition comme celle-ci. Mais peut-être peux-tu déjà nous raconter pourquoi tu as éprouvé le besoin d'aller le voir, comment s'est fait cette image qui est quand même très étonnante. Alors, dans ma petite enquête sur l'histoire de l'architecture carcérale, j'ai découvert l'existence d'un centre de détention particulier qui est le centre de détention de Mozac, dont justement Robert Badinter tient entre ses mains une maquette d'un des pavillons. Il se trouve que ce centre de détention est très particulier dans l'histoire de l'architecture carcérale, même un cas unique en fait, d'une tentative de penser une prison avec, disons, avec vie sociale, voilà. C'est-à-dire de rompre avec ce qui est l'idéologie pénitentiaire depuis le 19e siècle, c'est-à-dire l'isolement des prisonniers, dont d'ailleurs la prison ici est un des premiers exemples. Donc de rompre avec l'isolement des prisonniers et d'essayer de penser une prison à l'intérieur de laquelle les relations sociales seraient non seulement possibles, mais aussi favorisées. Et donc il se trouve que c'est Robert Badinter disons l'équipe de Robert Badinter qui a été à l'origine de ce projet et qui ont pour ça fait appel ils ont sollicité des architectes qui n'avaient jamais fait de prison. C'était une volonté, et notamment Christian de Monchy et Noël Jeannet, comme Christian de Monchy qui est venu parler ici pour la dernière rencontre, et donc vous pourrez trouver l'entretien sur le site de Gunzegal qui a été enregistré. Et donc Christian de Monchy faisait des architectures de clubs de vacances, et en particulier pour le club Méditerranée. Et donc voilà, l'idée, donc Christian de Monchy nous a raconté assez longuement de tout ce qu'il y avait comme idée derrière tout ça. Et ce qui m'a beaucoup surpris, donc voilà, à un moment, donc j'ai photographié cet endroit, je suis retourné dans la prison avec Christian de Monchy, etc. Et j'ai voulu rencontrer Robert Badinter parce que ça m'intéressait de l'entendre sur la volonté politique qui avait été la sienne de réaliser cette prison. Je trouvais que c'était quand même un fait assez notable. Il y a au fond assez peu d'hommes politiques qui ont assumé comme ça aussi fortement un projet de prison. C'est quand même pas hyper sexy normalement. Bon, et donc je trouvais que c'était intéressant. Donc je suis allé le voir et il m'a longuement expliqué quelles étaient les idées qu'il voulait développer à travers cette prison, et notamment, voilà, disons, effectivement, rompre avec cet isolement et d'essayer de donner aux prisonniers le plus de liberté possible et d'autonomie à l'intérieur de la prison. Ce qui m'a un petit peu troublé dans cet entretien, c'est que je lui ai raconté que j'étais allé, que je connaissais bien le projet de Mozac, que j'y étais allé, mais que j'avais été surpris parce que en fait cette prison qui était prévue pour des prisonniers en fin de peine de la région de Mozac en Dordogne a dès son ouverture, c'est-à-dire au moment aussi d'une alternance politique, était spécialisé dans l'accueil des délinquants sexuels,
des personnes condamnées à des crimes sexuels, qui sont isolées des autres prisonniers parce que sinon ils se font casser la figure, et qui par ailleurs ont cette réputation parmi comme ça les profils que dresse l'administration pénitentiaire des différents types de prisonniers, de se tenir tranquille et donc de pouvoir bénéficier de conditions de détention plus souples. Et donc l'administration pénitentiaire s'est dit, bah, on va les mettre là parce que voilà. C'était pas du tout l'idée de départ, hein, qui était l'idée que ce soit tout type de peine en fin de peine, comme une sorte de sas vers la sortie. Et un des changements majeurs que j'avais constaté aussi avec l'architecte, c'était que donc c'est une organisation en pavillon de 12 cellules ou 12 chambres, avec des espaces communs, cuisine, salle de jeu ou salon, enfin c'est ce nom, et un petit jardin. Et l'idée c'était que d'une part toute la journée les portes puissent être ouvertes et qu'on puisse circuler, y compris dans tous les espaces, pas seulement du pavillon, mais de toute la prison, où il y a une place, etc. Et que la nuit, seule la porte du pavillon soit fermée, et que les cellules restent ouvertes. J'avais à cette époque même appris à la directrice de la prison que ça devait fonctionner comme ça. Au départ, elle l'ignorait. Et en fait, depuis le départ, les portes des cellules étaient fermées la nuit. On avait découvert ça parce que les prisonniers nous avaient signalé qu'il y avait un problème parce qu'il y avait des interphones pour des appels au secours que dans les espaces communs et pas à l'intérieur des cellules. Et l'architecte leur avait dit, bah oui, c'est normal, puisque les cellules ne devaient pas être fermées, ça devait être des chambres, ça devait pas être des cellules, et tout ça. Et je raconte ça à Robert Badinter, que je vois un peu décomposé, si j'ose dire, parce qu'il n'était pas du tout au courant. Il n'était pas du tout au courant de ce que voilà, c'est d'une certaine manière, c'était moi qui l'ai informé de ça. Il m'a même dit, ça va pas du tout, je vais écrire au directeur de l'administration pénitentiaire. D'où peut-être, si vous voulez, voilà. Et en fin d'entretien, il sort la maquette de Mossack, et un peu de la même manière que Julien décide des conditions de son portrait, me propose de le photographier avec sa maquette, ce que je fais le mieux possible, encore une fois, comme je l'ai fait avec Julien. Ouais. Donc, effectivement, le rapport avec Julien est évident. C'est deux façons pour un modèle de se mettre en scène et de déterminer son portrait. Voilà. Sauf qu'évidemment, ils ne sont pas exactement dans la même position, les deux personnages. Alors, le Badinter, là, c'est quand même une figure d'autorité. Hein. Le tirage est grand, comme ça. C'est un portrait presque officiel, quoi. Enfin, hein, c'est un portrait de... Presque. En tout cas, il a voulu, lui, être avec sa maquette, et tu le fais avec sa maquette. Bon, impeccable. C'est quand même un peu dérisoire, non, la maquette. Je sais pas comment vous avez pris la chose, mais enfin, il a l'air un peu ridicule là, avec sa petite maquette là. Bon. Et donc il y a quand même un écart là entre l'autorité du personnage, sa réputation extraordinaire, bon, grand libéral comme ça, bon, révolutionnaire mais libéral. Et puis cette petite maquette comme ça, bon, ce qui indique, et le récit que tu viens de faire le confirme, un échec. Là, un échec d'une libéralisation de l'institution carcérale. L'institution carcérale est restée absolument obstinément attachée au principe de l'isolement. Le principe de l'isolement cellulaire. Pas moyen, au fond, de déplacer cette chose. C'est ça que ça veut dire. Mais ce qui est quand même aussi troublant, c'est que cet homme n'ait pas su, c'est quand même énorme, que cet homme n'ait pas su comment avait évolué la prison. Donc ça veut dire qu'on est véritablement, comme souvent dans le monde politique, en face d'un discours, et d'un discours qui est
déconnecté de la réalité, qui ne correspond pas à la réalité. Alors, je voudrais insister sur ce point parce que, bon, on va peut-être pas pouvoir développer ça jusqu'au bout, mais quand même. Le récit et le discours, c'est deux choses différentes. Là, Badinter, il représente le monde du discours. Et toi, tu vas voir ce qui se passe dans les endroits, et toi, tu fais pas un discours, tu fais du récit. Et là, on a, je trouve, une sorte de conflit entre deux registres, le registre du discours, le registre du récit. Alors, et si on prend le mot discours dans son sens, pas strictement dans son sens verbal, hein, dans un sens un peu élargi, qui est d'ailleurs le sens qu'a donné à ce mot Michel Foucault. Et c'est très intéressant parce que Michel Foucault est un grand penseur des prisons et qui, à un moment donné, collaborait avec Badinter. Ils ont été proches, ils ont été complices. Et c'est Michel Foucault qui a avancé la notion de discours au sens de structure de l'institution, au sens de structuration conceptuelle de l'institution. Et là, ce qu'on a, c'est donc véritablement avec cette effigie de Badinter, la petite maquette, une image justement de cette réalité discursive, bon, qui est une réalité idéologique. Aussi bien discours remplace grosso modo idéologie chez Foucault. Hein, le mot idéologie ne lui convenait pas, c'était un mot trop marqué par le marxisme. Il a avancer la notion de discours. Alors, bon, là encore, je ne peux pas m'attarder trop, mais quand même. Ce que je Et trouve... d'ailleurs, enfin, ce qu'il a essayé de faire à propos des prisons, Michel Foucault, avec le groupe d'information sur les prisons, c'était aussi d'y aller voilà. Et d'avoir des récits. Voilà. La grande déclaration du groupe d'information sur les prisons, c'est voilà. On veut savoir, on veut voir, on veut savoir ce qui se passe. Voilà. On veut connaître la réalité. Et j'insiste d'ailleurs que cette dimension du récit est très importante chez Foucault. Je veux dire, il ne cesse d'avancer le récit contre justement une forme contre le discours répressif. Voilà. Bon, alors là, c'est typiquement le discours répressif. Enfin, Badinter, malgré lui, peut-être d'ailleurs, mais a représenté finalement ce qu'il y avait peut-être de plus sophistiqué dans l'idéologie répressive, mais qui restait une idéologie répressive. Et ce que je crois donc intéressant, c'est de voir comment dans l'exposition tu joues, tu mets en place ce conflit entre le discours, la puissance de l'institution, qui tient aussi à un espace, une architecture, parce que Foucault est aussi le penseur de l'espace, c'est aussi celui qui a pensé l'institution en termes de spatial et le conditionnement spatial qu'est toute institution. Toute institution est un conditionnement spatial des individus. Et toi, tu mets vraiment en place là une réflexion. Alors, mais j'insiste, tu le fais avec les moyens de la photographie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours qui accompagne cette exposition. Il y a ce journal où il y a des récits, mais là, moi, je discours un peu. Bon, peut-être parce que c'est mon métier, mais toi, non. Toi, tu travailles, tu fais des photographies et tu racontes des choses. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Simplement, tu ne le fais pas naïvement. Tu le fais comme justement, là, on vient de le comprendre avec ton récit sur Badinter. Tu le fais en ayant pris conscience assez profondément des mécanismes institutionnels. Et l'exposition, bien sûr, traite des mécanismes institutionnels, mais pas sur le mode discursif. Voilà. Alors il y aurait beaucoup plus à dire, hein, bien sûr, parce que l'enjeu de tout ça est considérable pour l'art actuel, pour la pratique actuelle de l'art et notamment de la photographie. Cette question du récit, il y a par exemple très très peu de photographes qui font des récits finalement. Bon, le plus extraordinaire de tous, je me permets de vous recommander ça, d'aller voir, enfin, vous
conseiller d'aller voir parce que c'est vraiment génial et il est mort en plus, donc c'est récemment, donc c'est un hommage que je voudrais lui rendre. C'est le merveilleux photographe sud-africain Santu Mofokeng, qui est absolument un génie de la photographie, un très très grand poète et un anthropologue extraordinaire, et quelqu'un qui a travaillé justement sur des sujets un peu comme toi, sur des sujets vraiment de société, mais sans jamais tomber dans ce qu'on appelle le social, quoi, le discours du social. Voilà. Bon. Non, Vous avez des remarques sur ces questions qui sont là pour le coup un peu larges, quoi. Oui. Ah, c'est une belle question. C'est une très belle question qui est très difficile. Oui, pardon, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. La question est de savoir si j'ai acquis une liberté intérieure, un supplément de liberté intérieure en tant que photographe en faisant ce travail en prison. Bah écoutez, c'est une chose qui me surprend un peu. C'est même un peu dérangeant déjà comme question, je trouve, parce que voilà, d'aller gagner de la liberté dans un lieu d'enfermement, c'est effectivement la question est dérangeante, mais je dois dire que c'est pas complètement faux. Oui, d'une certaine manière. Mais bon, je me l'explique pas très bien. Hein. Ouais. Non, moi, je me sentais pas vraiment prisonnier de mon métier de photographe. Enfin, d'une certaine manière, je, je l'ai fait consciemment quand même de me laisser faire comme je me suis laissé faire avec Julien. J'aurais pu évidemment être beaucoup plus directif dans ce qu'on allait faire, etc. Au contraire, ça m'intéressait. Alors peut-être qu'une des raisons, j'ai envie de dire, pour lesquelles j'ai trouvé en tout cas de nouvelles possibilités de liberté, je sais pas, mais de nouvelles possibilités avec la photographie, c'est peut-être aussi grâce à la liberté intérieure que les gens que j'ai rencontrés parviennent à maintenir, qui est aussi quelque chose de tout à fait vital quand on est en prison et dont ils m'ont fait bénéficier. Moi, ça, ouais, je pense que ça, enfin, pour moi, c'est une partie de la réponse, en tout cas. Il est probablement impossible de parler de la prison, de traiter d'un sujet comme ça sans prendre en compte la dimension extraordinairement fantasmatique de la chose. Vraiment, toute personne qui traite de la prison, que n'importe quelle façon, travaille sur soi et travaille sur des fantasmes. Enfin, donc tu as travaillé sur des fantasmes. Alors après, bon, je sais pas jusqu'où. Voilà. Peut-être ce sera clair à la fin. Ouais. Mais peut-être, enfin, continuons, mais je garde la question en tout cas en tête. Non, ce que j'avais envie de continuer à dire à propos de Badinter et de peut-être ce mur là, et pour revenir sur l'exposition, cette photographie, je ne pensais pas l'utiliser avant d'avoir cette proposition de faire l'exposition ici. Donc c'est un tirage que j'ai été amené à faire aussi en réponse à l'espace d'exposition dans lequel j'allais exposer.
dans le sens, si vous voulez, où quand j'ai visité ce lieu, j'ai été frappé par le fait que cette salle d'exposition, c'est une boîte qui est posée dans cette cour entre les murs d'enceinte, et que cet effet de boîte est accentué par ces fenêtres qui peuvent être ces fenêtres, oui, qui peuvent être ouvertes ou occultées par des simèses. Et j'ai trouvé qu'il y avait un geste, en tout cas là, architectural, très fort. Et en voyant cette image, je trouvais qu'il y avait une analogie entre le geste de poser cette boîte et la maquette que Robert Badinter a entre ses mains. Et c'est effectivement cette analogie qui m'a amené au titre de l'exposition. Et disons, Ça reste quand même très étonnant qu'il t'ait demandé de le photographier avec cette maquette. C'est quand même étrange. C'est vraiment étrange parce qu'il a l'air tellement triste en plus. Enfin, je veux pas psychologiser la chose, mais enfin, il est pas triomphant, hein. Et qu'est-ce que c'est que ce truc, ce petit fétiche là? C'est un fétiche, quoi. C'est étrange. C'est une image vraiment étrange. Et je comprends que tu l'aies présenté ici, et pas la première fois, et sans doute tu la présenteras pas la troisième, parce que c'est ici qu'elle fait tout son sens, évidemment. Évidemment, étant donné l'importance là de l'architecture et qu'on est dans une architecture de prison. Mais c'est quand même une image très étonnante, quand même. Enfin. Bon. Ben oui, ben évidemment. Évidemment, on peut pas, difficilement ne pas en arriver à penser ça. Évidemment. Il est prisonnier peut-être comme nous tous. Enfin bon, mais peut-être un peu plus encore. Parce qu'il croyait pouvoir intervenir comme ça dans le sens de la liberté. Enfin, d'une libéralisation au moins. Mais continuons peut-être la visite de l'exposition, non? Ouais, on continue. Parce que donc après, on a un mur où on voit apparaître la photographie la plus ancienne que tu as faite, celle d'une espèce de trait de lumière, comme ça, une espèce d'abstraction, comme ça, qui se définit, comme ça, une espèce d'illumination aussi, qui se définit dans l'espace. Alors ça, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé dans la première présentation de ton projet à Rouen, qui était beaucoup plus bricolé, hein. L'espace étant lui-même extrêmement bricolé, ce qui n'est pas une remarque péjorative, hein. L'exposition était très très bien, mais elle était différente, elle était plus bricolée. Et mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il y avait finalement un traitement de la couleur et de l'abstraction et de la lumière. Enfin, il était beaucoup question de lumière, couleur, abstraction. Voilà. Et on le retrouve ici un peu dans cette exposition. À quoi ça correspond, ça, dans ton expérience? Alors, donc l'image dont on parle là, c'est cette vue de la petite cour de promenade de la maison d'arrêt de Cherbourg, qui est donc la première prison dans laquelle j'ai photographié. Et bon, j'étais assez peu habitué à photographier dans ces espaces, donc j'avais dû faire un programme notamment pour dire à l'administration pénitentiaire dans quel lieu je serais, pendant combien de temps, avec qui, et où on ferait quoi, etc. Bon. J'ai été assez inquiet de passer 3 heures dans cette cour de promenade assez sordide. En même temps, elle m'intéressait dans sa configuration spatiale. J'étais arrivé non pas avec l'idée de faire des portraits, mais plutôt avec l'idée de documenter des espaces, hein. C'était ça mon projet de départ. Et je m'étais dit, bon, il va falloir à la fois montrer cet espace, mais je vais être avec 3 prisonniers avec qui on va devoir faire des photographies pendant 3 heures dans cet espace-là. Et ça risque d'être assez vite limité comme activité. Et donc, j'avais décidé d'amener des miroirs
d'amener un accessoire de prise de vue assez simple, mais aussi, enfin, que j'avais aussi pensé d'une certaine manière, qui sont ces miroirs. Pourquoi des miroirs? Alors, d'une part, parce que avec ces miroirs, il y a beaucoup de possibilités de jeu avec l'espace, de possibilités de transformer l'espace, voilà, de le renvoyer, de renvoyer une image d'un miroir dans un autre miroir, etc. Et donc et aussi tout simplement de manipulation d'un objet dans l'espace. Donc j'imaginais qu'on pouvait avec les prisonniers en tout cas collaborer assez facilement sans qu'il y ait forcément d'implication trop personnelle des uns et des autres, que c'était voilà aussi qu'il fallait pas forcément attendre ce qui s'est ensuite produit avec Julien, mais qu'il fallait aussi moi que je propose des choses, que je propose des jeux, si je voulais qu'ensuite il y ait des choses qui puissent arriver. Et donc j'ai amené ces. Et puis l'autre chose qui m'intéressait, c'est que le miroir, c'est typiquement un espace autre. Et je dis ça aussi parce que vous savez, voilà, c'est le paradigme de l'espace autre. Les deux images qui sont à côté, à gauche, là, vous savez, cette vue aérienne dont j'ai prélevé la vue de la maquette de Mosaic et qui est ensuite collée sur ce bloc blanc, enfin, qui sont des études que j'ai faites avant d'aller en prison, de l'extérieur, qui étaient pour moi des manières aussi d'étudier l'espace à travers des vues aériennes que j'ai trouvées sur le site de l'IGN, de l'Institut géographique national. Voilà, cette pièce s'intitule Un espace autre. Il y en a une série, en fait, là j'en ai montré qu'une, mais je l'ai fait pour toutes les prisons dans lesquelles je suis allé. Donc un espace autre, le centre de détention de Mosaic, d'après les photographies de l'IGN. Et donc, pour moi, le miroir, c'était aussi cet espace, voilà, cette possibilité aussi de transformer l'espace, donc de pas simplement documenter, décrire, même si je trouve très important de décrire les choses, mais ça m'intéressait que l'activité photographique en prison soit, en plus du geste de description, soit aussi de l'ordre d'une activité. Enfin, j'imaginais quelque chose d'un peu comme du métalangage, comme ça, de lieu qui serait décrit tout en étant le lieu d'une activité qui participerait de la description et qui documenterait aussi l'activité en même temps qu'elle se fait dans le lieu, etc. Enfin, et donc tout ça, il y avait ce jeu de miroir aussi qui m'intéressait. Et puis est arrivé cet accident que j'avais pas prévu, que le soleil est arrivé d'un côté de la cour de promenade et qu'on s'est mis à refléter les rayons de lumière avec les miroirs, qui étaient des miroirs en plastique, donc qu'on pouvait tordre, et qu'on s'est mis à jouer comme ça sur cette forme qui a tout d'un coup complètement transformé l'espace d'une manière tout à fait inattendue, et puis avec aussi cette figure, enfin voilà, et qui ramenait une figure qui n'est pas une figure de prisonnier, qui est une figure abstraite comme ça, qui était aussi la matière qu'on était en train de travailler, c'est-à-dire la lumière. Qui est vraiment la chose de base dans la photographie, quoi. C'est l'art de la lumière, la photographie, enfin, l'art d'inscrire la lumière. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est tout à l'heure tu évoquais cette très très belle expression arrondir les angles à propos de Julien là. C'est aussi ce qui se passe dans l'exposition. Si vous regardez, enfin, si vous ne l'avez pas éprouvé, je vous conseille de refaire le tour. Vous verrez, c'est assez intéressant. Il y a un mouvement tournant et il y a cet effet comme ça de arrondir les angles, ne serait-ce que comment décrire la chose là, cette photo là en couleur posée au sol avec une grande barre jaune là, vous voyez, qui épouse justement un mouvement tournant correspondant d'ailleurs à la construction de la table surélevée.
ce qui est vraiment frappant dans cette exposition, c'est, on ne le dira jamais assez, à quel point tu travailles sur l'espace. Tu travailles sur l'espace et l'expérience qu'en ont les prisonniers. Voilà. C'est ça vraiment le sujet de l'exposition Existence-là, qu'elle est, à mon sens, originale par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Où il ne s'agit pas, où habituellement, c'est toujours pareil, c'est toujours une représentation avec plus ou moins de talent, bon, du pathos, encore une fois, de l'enfermement. Bon, et il y a des portraits, bien sûr, mais c'est des portraits de prisonniers, ils n'ont pas d'activité, et de toute façon, ils ne sont généralement pas considérés dans l'expérience qu'ils font de la prison, expérience spatiale. Voilà. Là, c'est la prison. Et alors, c'est ce que j'appelle dans mon jargon les aventures de la différence spatiale. Bon, c'est ça dont tu parles. C'est ça dont l'exposition, que l'exposition met vraiment en avant. Mais j'ajoute que tu le fais vraiment dans le travail des images. Encore une fois, j'insiste, sans discours, sans discourir sur la chose. Hein, tu as beaucoup lu, tu as beaucoup étudié, etc., etc. Tu arrives pas comme ça, comme un photographe, comme ça, une espèce de prédateur comme ça, l'image du photographe habituel comme ça, le reporter qui arrive, qui se balance dans un environnement comme ça pour prendre des images. Évidemment que c'est pas ton attitude, évidemment. Bon, encore faut-il, je crois qu'il est toujours bon de répéter que c'est vraiment l'horreur de la photographie, ça. C'est vraiment, s'il y a une chose qui peut éloigner de la photographie, c'est cette attitude, l'attitude de prédation, comme ça, du prédateur, l'attitude compulsive aussi, la compulsion photographique. Bon, évidemment, tu n'es pas une seconde là-dedans. Évidemment, tu as, par formation, pour bien des raisons, tu t'es éloigné de... Enfin, tu as complètement rejeté cette chose-là. Mais tu ne le fais pas par... comment dire, je crois que c'est important de le dire, tu ne le fais ni en prétendant faire autre chose, c'est-à-dire par exemple de l'art contemporain. C'est pas une exposition d'art contemporain, c'est pas une exposition d'objets. C'est des pièces, oui, mais c'est pas de l'art contemporain. C'est ni de la photographie ni de l'art contemporain, c'est ça qui est très bien d'ailleurs, c'est vraiment autre chose. Et mais c'est pas non plus, tout ça n'est pas fondé sur une approche discursive. Alors, je vais essayer de préciser ce que je veux dire parce qu'il faut que je sois un peu clair là. Pendant des siècles, l'art a été régi, la pratique de l'art, l'activité artistique, par un système extraordinaire, extrêmement efficace qui s'appelait le système des beaux-arts, qui a laissé son nom aux écoles des beaux-arts, etc. Dans les faits, ce système s'est plutôt grosso modo effondré et il a été remplacé, on ne le dira jamais assez suffisamment, par les sciences humaines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'activité des artistes, ils le savent ou ils ne le savent pas, mais ils sont déterminés dans leur activité par deux choses qui sont l'emprise des médias et les sciences humaines. L'emprise des médias, toi, tu fais tout pour t'en détacher. Je pense que tu arrives assez bien. Les sciences humaines, c'est autre chose. C'est nécessaire. Par exemple, Foucault, grand philosophe des sciences humaines, c'est même lui qui a, en quelque sorte, nous a fait comprendre qu'on était rentré dans l'époque des sciences humaines, que désormais nous allions devoir penser avec les sciences humaines, qu'on ne pouvait plus penser dans l'histoire de l'humanisme, etc., hérité de la Renaissance, qu'on était passé dans un autre paradigme. Donc c'est celui des sciences humaines, mais je pense qu'un artiste, un photographe aujourd'hui, comme un peintre d'ailleurs, nécessairement travaille, pense avec les sciences humaines, mais doit aussi être trouver une distance par rapport à ça.
et assumer que son instrument est un instrument de pensée particulier qui permet de produire des choses spécifiques, un langage spécifique, et langage, en l'occurrence, ici, un langage hybride, qui est je pense que profondément, ce qui est proposé dans l'exposition, c'est des pièces. Ce ne sont pas des photographies vraiment. La photographie domine, mais ce ne sont pas vraiment des photographies, ce ne sont pas des tableaux photographiques. Il y a des choses qui... Certaines pièces travaillent un peu avec l'idée du tableau photographique, mais ce n'est pas dominant. Il n'y a pas de série, il y a quelques pseudo-séquences, mais vraiment très courtes. C'est donc des pièces très hétérogènes qui produisent une pensée spécifique, et la pensée d'un artiste qui utilise la photographie, entre autres. Voilà. Mais ce n'est pas... tout ça n'est pas fondé sur une analyse discursive, comme très souvent les travaux photographiques à sujets sociaux. Voilà. Bon, après, il faudrait qu'on en parle de tout ça, parce que c'est assez... Bon, mais je voulais le dire parce que je trouve que cette exposition est assez exemplaire d'un tournant aujourd'hui dans la photographie, d'une nouvelle prise de conscience de l'instrument, et qu'on peut produire avec ça des objets spécifiques, des pièces, en se situant de façon... enfin, en utilisant aussi le récit, en s'appuyant sur le récit, donc sur une certaine dimension littéraire, poétique, évidemment, avec le récit, et aussi prendre position à la fois par rapport aux médias et par rapport aux sciences humaines. Oui, alors moi j'avais envie de rebondir à plusieurs endroits, mais si peut-être la première, j'aimerais bien que tu précises, parce que l'expression aventure de la différence spatiale, elle, comme ça, je la trouve intrigante. Alors, évidemment, elle fait écho. Je ne nie pas du tout qu'elle fasse écho avec ce qui est en jeu dans l'exposition, puisque notamment cette idée que, bon, déjà la prison, c'est une expérience spatiale particulière, c'est indéniable, mais aussi que selon la prison dans laquelle on est, on fait des expériences spatiales différentes, et que cette expérience spatiale, elle est extraordinairement importante pour définir ce qui est en jeu dans la peine de prison, et dont on se préoccupe insuffisamment. Et c'est aussi pour ça que je reviens à Robert Badinter, parce que malgré oui, peut-être un peu d'ironie qu'il peut y avoir dans le titre que j'ai donné à l'image, le côté peut-être un peu ridicule qu'il peut avoir, etc. Je tiens quand même à souligner que c'est en tout cas un homme politique qui s'est préoccupé de la question. Et donc, enfin, je veux dire, je trouve les critiques intéressantes sont aussi souvent, d'autant plus intéressantes qu'elles concernent des personnages qui ont un intérêt, quoi. Enfin voilà, c'est juste pour dire que je sais pas, ça aurait été plus facile de faire un portrait de Sarkozy ou un truc comme ça, quoi. Vous voyez, voilà. Non, mais c'est juste pour dire que ça m'intéresse, parce que précisément, hein, ça arrive à un endroit où il se passe quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui. Alors, ce qui me trouble dans ton expression là, des aventures de la différence spatiale, c'est les aventures. Parce que je trouve qu'il y a une dimension épique là-dedans, évidemment. Enfin, et que j'ai du mal à... Ouais, que j'ai du mal à comprendre. Voilà. Est-ce que tu pourrais t'en expliquer de ça? D'abord, l'expression, je l'ai empruntée à un poète, Stéphane Mallarmé, qui parle d'aventure de la différence sexuelle. Moi, je remplace sexuel par spatial. Bon, c'est déjà en soi tout un programme. Bon, ensuite,
aventure, oui. Mallarmé, c'est Mallarmé qui parle d'aventure, parce qu'il veut désigner justement quelque chose qui est ouvert, à l'expérience. Aventure de la différence sexuelle. Il fait partie de ces gens, je trouve assez rares quand même, à la fin du 19e, qui commencent à comprendre que la sexualité c'est une construction, que c'est pas biologique, enfin que c'est un peu biologique, mais surtout culturel, etc., et que donc, voilà, ça peut donner lieu à des aventures. Donc, à de l'invention aussi bien, de l'expérience et de l'invention. Voilà. Je précise que Mallarmé est un personnage quand même très important en France dans l'histoire de l'art moderne. Bon. Pour le coup. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le mot aventure, je trouve, est intéressant, surtout quand on pense à ton exposition, parce que dans ces espaces très contraints, quel espace est plus contraint que celui de la prison, tu vois, on peut encore vivre des aventures mentales. Tu vois, et effectivement, le mot aventure peut être entendu, peut-être pas au sens épique, parce que je sais pas s'il y a une dimension épique, mais il y a une dimension de mouvement, de mise en mouvement, de liberté paradoxale, voilà. Et dans l'exposition, c'est très sensible, je trouve. Tu es arrivé à produire un mouvement tournant comme ça, à arrondir les angles et à saisir chez ces différents partenaires que tu as eus là, dans ton expérience des prisons, saisir chez eux une capacité d'invention, de résistance aussi à l'institution répressive. Mais tu le fais très bien, c'est-à-dire que c'est pas sur un mode aventure. Il ne faudrait pas que le mot aventure évoque nécessairement quelque chose de romantique, etc. Ton exposition n'est pas très romantique. Enfin, c'est pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette espèce comme ça d'exaltation qu'on associe un peu facilement au romantisme. C'est pas ça. Tu es dans un rapport, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'observation. Tu décris, tu t'intéresses aux choses dans leurs données factuelles. Enfin, les faits t'intéressent aussi. Tu n'es pas que dans l'interprétation. Tu établis aussi des faits. Et ça, c'est la photographie. C'est les grands avantages. Enfin, je crois que c'est lié à l'histoire de la photographie, ça, la notion même de fait. Le fait, c'est une notion du 19e. On emploie des mots comme ça, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais le mot fait, c'est un mot très fort. Hein. Ça n'a pas toujours existé, les faits. Hein. Les faits, ça n'existe grosso modo que depuis le 19e siècle. Hein. Au fond, ça correspond à l'invention de la photo. On a commencé à parler vraiment de faits dans l'histoire de l'humanité après l'invention de la photo. Et c'est très bien que la photo traite de faits. Voilà. Alors évidemment, c'est pas un mot très sexy, fait. On associe difficilement fait et aventure, c'est sûr. Voilà. Mais moi, je trouve que justement, on peut le faire. Et c'est ce que tu fais. Tu associes des faits et de l'aventure. Voilà. Je sais pas si je réponds. Mais... Si, si. Si, pour moi, c'est tout le. Enfin, je suis assez content de vous entendre parler de l'expérience de l'espace comme ça, parce que c'est en quelque sorte ce que j'ai cherché à faire dans l'exposition, c'est-à-dire effectivement si vous voulez, cet espace, cette coursive là, qui est pas vraiment une coursive, mais enfin, ce drôle d'espace entre le mur et la salle, c'est pas un espace dans lequel on va habituellement. Normalement, la porte, c'est une porte technique en fait, donc il n'est pas prévu normalement que les visiteurs puissent y aller. Et les fenêtres sont pas normalement des sortes de vitrines qu'on voit de l'extérieur. On est censé voir les murs, donc
j'ai joué un petit retournement là, qui était aussi l'idée de révéler cette boîte, voilà, qui est dans l'exposition. Et effectivement aussi, parce que c'est vrai que c'est pour le coup une expérience spatiale assez curieuse d'être dans cette coursive, qui est quand même un espace, oui, très contraint et qu'on ressent, je pense, assez fortement, effectivement, avec le corps. Oui. Ouais, c'est très bien. Ouais. De toute façon très originale de se retrouver visitant une exposition à l'extérieur, coincé comme ça, et à lire des textes. Enfin, c'est très cinglé. Et c'est tellement cinglé qu'on se laisse prendre avec beaucoup de plaisir. C'est toujours pareil. Enfin, bon. Hein, voilà, voilà, voilà. C'est extrêmement, extrêmement bizarre et intéressant de se retrouver à lire tous ces textes là comme ça très facilement. On les lit avec beaucoup de facilité. C'est étonnant comme ça, tu vois. Et alors qu'il n'y en a pas dans l'exposition. Hein. C'est ça qui est formidable. Les récits de Maxence, ils sont dans le journal. C'est pour ça que je disais que le journal fait vraiment partie de l'exposition. C'est rare qu'un journal soit aussi fondamentalement lié à une exposition. Hein. C'est pas banal. Et c'est pas du commentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce n'est pas du commentaire. C'est ça qui est important. C'est pas un discours sûr. C'est des récits. Et vous avez les mêmes récits à l'intérieur de l'exposition. C'est comme s'il y avait une communication de forme narrative. C'était des variations de forme narrative. Mais, comme le dit Madeleine très justement, à l'extérieur, on a encore du récit, sauf que c'est du récit de l'administration. Et là, pour le coup, il y a du texte à lire. Mais alors qu'on n'en a pas à l'intérieur de l'exposition. C'est à l'extérieur de l'exposition, sur le mur extérieur, qu'il y a des textes à lire. Et on les lit très bien. C'est ça qui m'a frappé. Je pense que tu as absolument raison. Moi, j'avais tendance, si tu veux, mais c'est vrai que j'ai tendance à prendre l'espace d'exposition comme une chose comme ça, parce que c'est tellement, tu vois, on rentre vraiment, puis on peut sortir, et quand on sort, on est encore, on est encore dedans. Tu vois, il y a cette espèce de boîte comme ça, hein, qui est très forte. Donc, c'est vrai que pour moi, honnêtement, c'est vrai, mais c'est peut-être, je me trompe peut-être. Les deux éléments vidéo là sont pour moi des documents, un accompagnement. Ça ne fait pas vraiment partie de l'exposition, voilà. Mais je me trompe peut-être. Hein. Ah oui, non, mais c'est question d'expérience. Je dois dire que dans mon expérience, je les ai regardés, hein, les deux documents en question, je les ai trouvés intéressants. Mais c'est vrai que pour moi, l'exposition, c'était l'autre chose. Enfin, c'était l'expérience de cette boîte-là, voilà. Voilà. En fait, les lieux de culte, alors, disons, dédiés à la religion, mais il peut y avoir euh, d'autres modes spirituels, d'autres modes du spirituel, notamment dans l'art. Euh, Bah oui, mais bon, faut le dire, c'est-à-dire que le Faudrait spirituel, pas c'est oublier pas que l'art forcément la l'art religion, moderne a été une réponse c'est à pas l'épuisement du forcément, spirituel. c'est pas forcément la religion. Or, euh, les salles de culte sont encore construites dans les établissements pénitentiaires actuels.
et notamment, c'est ce que je montre, ce qui fait la couverture du journal, là, cette grande image, cette salle de culte qui est quand même en plus très marquée des signes de la chrétienté. Voilà. Et c'est, je sais pas, c'est assez étonnant. Un autre exemple sur autour du mur d'enceinte de la prison des Baumettes à Marseille, il y a la représentation des 7 péchés capitaux. Une prison qui a été construite dans les années 30. Que je sache, la France était laïque depuis 1905, c'est ça? Voilà. C'est des représentations très très curieuses. Hein. Voilà. Et en effet, bon, je suis tout à fait d'accord que cette dimension est moins présente là dans l'exposition parce qu'effectivement, je me suis plus intéressé au rapport entre, entre je sais pas, entre pouvoir et expérience vécue, enfin quelque chose comme ça, quoi. Entre organisation administrative et oui, expérience individuelle, voilà. Peut-être qu'il faudrait réussir à combiner tout ça. Je crois que c'est effectivement dans les travaux, mais c'est effectivement ouais. C'est vraiment des pièces. Hein. Vraiment le mot pièce qu'on a employé à plusieurs reprises là, sans le définir, vraiment, c'est un mot un peu ambigu. Enfin, c'est un mot qui est souvent utilisé, notamment dans le jargon de l'art contemporain, à tort et à travers. Bon, on disait pièce alors que c'était un tableau, évidemment un tableau ou une statue. Bon, c'est absurde. Si c'est un tableau, c'est un tableau. Si c'est une statue, c'est pas une pièce. Bon. Mais là, en l'occurrence, je crois que le mot s'impose. Et l'avantage, c'est que les pièces, elles se déplacent, quoi. Hein, je veux dire, chaque fois, c'est de nouveaux rapports. Et puis en plus, il y a l'idée du jeu entre les pièces. C'est important, parce que la notion de pièce renvoie toujours à un modèle mécanique. Mais il y a du jeu. Comme vous le savez, un mécanisme, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du jeu. Et ben, c'est le jeu entre les pièces. Et ça, je crois que c'est ce qu'on voit. Et ce que alors ça paraît un peu banal de dire ça, mais ça l'est moins quand c'est mis en rapport avec l'expérience carcérale. Quand ça devient une métaphore de la réponse que les prisonniers apportent à la répression carcérale. Là, ça devient quand même un peu plus intéressant. Parce que quand on a dit au début qu'il avait écarté le côté, disons, journalistique, médiatique, le pathos, le côté, enfin tout ça, bon. Il a aussi écarté, c'est vrai, c'est important, le pittoresque, je veux dire, toute cette chose, pour effectivement, c'est ça que je trouve vraiment réussi au fond, c'est de développer à partir de l'expérience carcérale un jeu, quoi, avec d'autres règles, enfin des règles propres, quoi, propres à l'exercice artistique, et qui peuvent des règles qui peuvent être qui peuvent changer d'une version à une autre. C'est pas pour rien qu'il y a cette référence à un jeu là, un jeu de société, enfin le Mémoré. Alors c'est pas le moment le plus émouvant de l'exposition, mais, mais ça fonctionne parce que justement ça renvoie à. Ça ne fonctionnerait pas du tout. Ce serait même un peu bête, je crois, si ça ne renvoyait pas évidemment à ce que tu fais, quoi. Au jeu que tu as mis en place toi-même. Après, je crois que c'est un jeu auquel il est assez difficile de jouer dans l'exposition. Enfin, je crois que c'est assez malcommode de jouer à ce jeu de memory. Et enfin, je crois que c'était finalement surtout ça qui m'intéressait, qu'il y ait un jeu qui soit proposé, mais qui soit pas vraiment le nôtre, quoi. Enfin, qui soit
ouais, que ce soit pas une grande partie ludique, quoi, mais qu'on soit un peu embarrassé par ce jeu auquel on sait pas trop comment faire, quoi, pour se débrouiller avec. Voilà. Ouais. Finir, ce serait peut-être une jolie chute. On pourrait évoquer l'image là de cet homme en mouvement qui est à côté de la porte de sortie. Ouais. Parce que l'histoire est assez jolie pour le coup. Là. C'est un joli récit de fin. Oui. Donc c'est un homme, Paul, qui me toujours dans cette maison centrale de Condé-sur-Sarthe, là, très très sécuritaire, qui se voilà, on était dans le couloir de la prison et on passe devant sa cellule et il me dit, écoute, voilà, tu peux faire des photographies dans ma cellule si ça t'intéresse. Bon, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je connais ça par cœur. Je vois pas du tout ce qu'il y a à photographier là-dedans. Mais vas-y, tu peux y aller. Par contre, moi, je veux pas être photographié dans ma cellule. Je veux bien que tu me photographies, il n'y a pas de problème, tu peux faire mon portrait, tout ça, tout ce que tu veux, mais je veux pas être photographié dans la cellule. Ce qui était évidemment une manière de dire un peu autrement et un peu plus fortement ce que j'avais pressenti. C'est-à-dire l'idée qu'il voulait pas être enfermé 2 fois par les bords du cadre et par les murs de la cellule. Et le lendemain, il vient me chercher en me disant, écoute, voilà, je sais ce que je voudrais faire comme photographie. Je voudrais être photographié sur le tapis de course dans la salle de sport. Et donc là, un peu comme avec Julien d'ailleurs, je le fais. Mais alors là, j'étais plus embêté parce que c'est une sorte de démonstration de performance physique là qui me dérangeait un peu. Mais je le fais. Et, et non, ce qui est peut-être intéressant aussi pour saisir ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait dans la relation avec cet homme. Et c'est seulement dans l'activité d'écriture et dans le travail des images dans le laboratoire que j'ai compris ce qu'il cherchait à dire. C'est juste pour dire que ce travail de récit, c'est pas seulement pour les spectateurs, il n'est pas seulement adressé à des spectateurs, c'est d'abord une activité qui m'aide à comprendre ce qui m'arrive et ce que je fais avec les images. Et là, en l'occurrence, c'était très clair, quoi. Il s'agissait de dire, voilà, moi je suis là, mais je suis pas là, je cours. Voilà. Euh, Sauf que bien sûr, comme dit euh, la dame en rouge dans Lewis Carroll, pour avancer, il faut courir encore plus vite, sinon on reste sur place.